On va laisser la parole à Jean Jouzel, Philippe Descola et François Marot, le modérateur, pour cette première séquence. Peut-être qu'on pourrait dire c'est sur un constat à partager. On devrait avoir peut-être un premier temps d'exposer justement de la situation climatique par Jean Jouzel, climatologue, éventuellement complété par des questions via François, par Philippe Descola qui est anthropologue, et la suite vous allez le découvrir. Donc je vous laisse du coup les micros filaires et moi je repars avec le micro sans fil. Bonjour, donc je vais passer la parole. Ça marche ? Oui, ça marche. Je vais passer la parole tout de suite à Jean Jouzel qui va commencer les échanges à propos avec le climat, un point sur le climat aujourd'hui, ce qui se passe, peut-être effectivement en lien avec la COP21, peut-être effectivement répondre à cette question qui est simple mais fondamentale. Est-ce que les mesures prises jusqu'à aujourd'hui ont eu un effet quelconque ? Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Merci à tous ceux qui ont organisé cet après-midi. Effectivement, je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai aussi envie d'interagir avec Philippe. 2 ou 3 points sur... quand on parle du rôle des activités humaines sur le climat, il y a d'abord un constat qui est celui du... moi, je me suis beaucoup impliqué dans le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, donc qui est celui que partage la communauté scientifique, à savoir que nous, par nos activités, nous modifions la composition de l'atmosphère. Il y a 40% de plus de gaz carbonique, les quantités de méthane ont plus que doublé. C'est très bien documenté, on en connaît l'origine. En gros, les 3/4 sont liés à l'énergie, au combustible fossile, un gros quart à l'agriculture. Donc cette augmentation de l'effet de serre se traduit de façon très concrète. Ça augmente la quantité de chaleur disponible pour les composants du système climatique, l'atmosphère, l'océan, les glaces. En fait, on a augmenté en gros le chauffage de un peu plus de 1% depuis 200 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour rendre perceptible le réchauffement climatique, parce que quand on augmente le chauffage, ce à quoi on s'attend, eh bien, c'est que la température augmente. Alors c'est vrai dans l'atmosphère. On est dans une situation un peu particulière puisqu'on a ce phénomène El Niño qui fait que les années 2014, 2015, 2016 probablement seront des années records successives. Il y a eu 16 mois consécutifs qui sont des mois au niveau global qui sont des mois records. Donc on voit ce réchauffement dans l'atmosphère. Mais alors ce qui est important du point de vue de la perception du réchauffement climatique ou de sa caractérisation, c'est que de cette chaleur supplémentaire, il n'y a que 1% qui est utilisé par l'atmosphère. 93% vont dans l'océan. Donc si on veut qualifier le réchauffement climatique, le premier endroit où il faut aller, alors évidemment on le voit disons, il y a bien sûr ce El Niño, mais avant tout il y a une tendance au réchauffement, et on le voit très bien dans l'océan, puisque c'est la chaleur qui rentre dans l'océan, qui sont à l'origine de son expansion thermique. Donc l'élévation des niveaux des mers, c'est 3 mm chaque année. 1 mm est lié à peu près à 1 mm, à peu près un gros tiers dû à l'expansion thermique de l'océan, cette chaleur qui rentre dans l'océan, et puis le reste, une large partie du reste à la fonte des glaces. Donc on a dans l'élévation des niveaux de la mer un double témoignage du réchauffement climatique. Alors la question qu'on se pose après, c'est est-ce que ce réchauffement est lié aux activités humaines ? Le diagnostic est très clair. Diagnostic très clair, oui. Nous pensons, nous avons tous les arguments pour montrer que le réchauffement des 60 dernières années est pour l'essentiel lié aux activités humaines de façon quasi certaine. Et alors, si on regarde, alors, il y a déjà des conséquences, on en discutera, je pense, avec Philippe, mais si on regarde le futur, évidemment, et on va assez vite arriver à la conférence de Paris, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, si on reste sur nos trajectoires d'émissions actuelles, nous pourrions aller vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle, en moyenne globale. C'est énorme, c'est la même différence qu'entre le dernier maximum glaciaire et aujourd'hui, mais dans un cas, ça a pris 5000 ans, et là, on parle d'une échelle séculaire, avec des conséquences dans énormément de domaines. Ça va... Dans le rapport, on parle souvent de 5 catégories de conséquences. Les premières, ça peut être l'acidification de l'océan, tous ces problèmes de réchauffement océanique, d'acidification. Il y a les problèmes des extrêmes climatiques. Il y a aussi tous les aspects liés aux populations, réfugiés climatiques, le problème de sécurité alimentaire, de sécurité, au sens sécuritaire du terme, de ressources en eau. Il y a aussi tous ces phénomènes environnementaux qui sont par eux-mêmes des problèmes, comme la perte de biodiversité, la pollution, les problèmes de santé.
environnement qui seront exacerbés, qui risquent d'être exacerbés avec le réchauffement climatique. Et puis il y a des aspects irréversibles comme l'élévation du niveau de la mer. On pourra revenir là-dessus, mais en gros, quand on voit un monde à 4-5 degrés, tous ces effets sont... Alors il y a une catégorie, il y a indétectable, moyen, élevé, très élevé. Dans le cas des 4-5 degrés, où que l'on regarde, les conséquences du réchauffement climatique sont importantes, ce qui est évidemment assez intuitif. Alors, devant cela, eh bien, effectivement, on comprend facilement qu'il ne faut pas laisser aller la machine, et on a réussi finalement à convaincre les décideurs politiques, puisque le premier rapport du GIEC, c'est 90, dès en 92 se met en place la Convention climat, alors avec un objectif qui au départ était qualitatif, c'est-à-dire de limiter le réchauffement climatique, enfin stabiliser l'effet de serre de façon à stabiliser le réchauffement climatique. Au départ, dans la Convention climat, il n'y avait pas d'objectif chiffré. C'est à partir de Copenhague en 2009, il y a un objectif chiffré qui est de tout faire pour maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Et donc ça a été repris dans la conférence de Paris. Donc l'objectif est clair. Dans la conférence de Paris, il y a 3 qualificatifs. C'est l'article 2 qui est le plus important. Donc cet article 2 parle de limiter le réchauffement à 2 degrés, bien en deçà de 2 degrés, et aussi d'examiner la possibilité de rester en deçà de 1,5 degré. Alors c'est par rapport au point industriel. Par rapport au point industriel, on a déjà pris entre 0,6 et 0,7 degrés. Donc quand on parle c'est un peu plus d'1 degré par rapport à aujourd'hui. Ensuite, voilà, et donc moi j'adhère à cet objectif parce que l'idée que si on y arrivait, c'est qu'on pourrait s'y adapter pour l'essentiel, pas pour tout, ça sera un climat différent, mais c'est l'idée de pouvoir s'y adapter. Donc ça, les décideurs politiques ont été sensibles, je dirais, au constat des scientifiques. Le problème, et c'est la question que vous avez posée, je vais arrêter là, c'est qu'effectivement, cet objectif de 2 degrés est bel et bien inscrit dans l'accord de Paris, qui a été signé, qui va être ratifié, qui sera mis en œuvre après 2020. Mais les contributions des différents pays ne sont pas à la hauteur de l'objectif. Même si on admet enfin, disons, on fait l'hypothèse que ces contributions seront effectivement réalisées, c'est-à-dire que tous les engagements des pays seront réalisés, ce qui n'est pas gagné d'avance, ce qui n'est pas perdu non plus, eh bien, en gros, on aurait en 2030 entre 35 et 40% d'émissions en trop par rapport à une trajectoire de 2 degrés. En gros, on est à 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 actuellement, tenant compte de tous les gaz à effet de serre. Avec les mesures qui sont prises, on irait vers 55 milliards de tonnes en 2030, une augmentation de 10%, alors que pour avoir des chances de rester en dessous de 2 degrés, il faudrait être vers 40. Donc on aura... Alors c'est là, évidemment, c'est inscrit dans l'accord qu'il faut augmenter l'ambition. Mais pour répondre à une des questions, non, les engagements actuels sont loin du compte. Actuellement, on est plutôt parti vers des trajectoires 3 degrés et demi d'ici la fin du siècle. Bon, si l'accord de Paris est tenu et s'il y a vraiment des mesures prises assez rapidement, parce qu'il faut aussi faire quelque chose d'ici 2020, nous sommes plutôt sur des trajectoires intermédiaires entre les 4-5 degrés qu'on évoque si rien n'était fait et puis les 2 degrés vers lesquels il faudra aller. Le problème des 2 degrés, c'est c'est extrêmement contraignant, on s'y prend trop tard. En gros, tous les gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère, on ne va pas les retirer, donc ils vont jouer leur effet climatique. Et pour rester en dessous de 2 degrés, c'est des chiffres que vous connaissez certainement, eh bien, il ne nous reste plus que 200 milliards de... Enfin bon, donc on peut dire quelle quantité de gaz carbonique, cette fois, il nous reste à émettre. Donc c'est plutôt de l'ordre de 700 milliards de tonnes de gaz carbonique. Et ça, en faisant l'hypothèse que les émissions des autres gaz à effet de serre n'augmentent pas. Si elles augmentent, on a encore moins le droit d'émettre de gaz carbonique. Et ça correspond de façon très simple à peu près à une vingtaine d'années d'émissions au rythme actuel. Donc évidemment, on ne va pas faire 20 ans au rythme actuel et puis 0, dans une hypothèse de 2 degrés, ce qui est d'ailleurs inscrit aussi dans les objectifs de la conférence de Paris, c'est en gros stabiliser le plus rapidement possible, il faudrait que ça soit avant 2020, diviser par 3 les émissions entre 2020 et 2050, arriver à neutralité carbone, ce qui est inscrit dans l'accord de Paris dans la deuxième partie du XXIe siècle, c'est-à-dire que les émissions
les disons, puits et sources à peu près équivalentes, plus d'augmentation d'effet de serre, et même on parle d'émissions négatives dans la dernière partie de ce siècle. Voilà, donc on voit bien la difficulté. Cette difficulté, elle est parce qu'on s'y prend trop tard. S'il aurait été beaucoup plus facile de prendre des mesures si on avait, disons, suivi dès dans le premier rapport du GIEC, on parlait déjà de réchauffement de 3 degrés dans la deuxième partie du XXIe siècle et d'élévation du niveau de la mer de 65 cm. Donc je ne sais pas, on a discuté, est-ce que tout est perdu? Non, tout n'est pas perdu. Il faut faire le maximum et si possible, effectivement, moi j'adhère à cet objectif de degré. J'aimerais bien aussi 1,5 degré, mais ça sera très difficile. Et est-ce que j'imagine qu'il est trop tôt aujourd'hui pour dire que les premières mesures qui ont été prises, qui sont très récentes, ont pour l'instant un quelconque effet sur le climat? Pour l'instant, c'est peanuts. Non, alors de toute façon, c'est difficile à dire, mais les mesures qu'on prend aujourd'hui n'auront pratiquement pas d'effet sur le climat des 10-15 prochaines années. C'est-à-dire le climat des 10-15 prochaines années, je ne dis pas qu'on le connaît bien, mais il est joué. C'est-à-dire qu'il est dans les tuyaux. En gros, les efforts qu'on va faire aujourd'hui modifieront le climat à partir de 2030. Si on ne fait rien, ça ira vers le haut. Si on fait quelque chose aujourd'hui, c'est là qu'on commencera à, disons, on espère pouvoir stabiliser. Donc, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un petit effort sur les émissions. Si on parle du gaz carbonique, il semblerait qu'il y ait une stabilisation des émissions entre 2014, enfin il y en a une stabilisation entre 2013, 2014, 2015 peut-être, donc on est encore loin, c'est pas encore une certitude, mais il y a quand même une tendance à la stabilisation, mais il faut que la Chine tienne le coup, parce que, disons, la question qui se pose en Chine, est-ce que c'est simplement lié, donc il y a une stabilisation en Chine, est-ce que c'est simplement lié à la crise économique en Chine? La vision optimiste, c'est que c'est lié aussi au développement des renouvelables et c'est lié à un effort d'efficacité énergétique de la Chine qui effectivement reconstruit des centrales à charbon, mais beaucoup plus efficaces que celles qu'il supprime. Parce qu'on parle bien des centrales à charbon qui sont construites en Chine, ce qui est exact, mais ils en suppriment aussi des vieilles qui sont complètement obsolètes. Donc c'est un peu ça. Et bon, il faudrait que la Chine certainement stabilise, parce qu'il faudrait vraiment stabiliser les émissions d'ici 2020 pour garder une chance de rester en dessous de 2 degrés. Donc c'est maintenant que ça se joue. Avant de passer la parole à Philippe Descola, dernière question sur ces questions-là. Est-ce que, parce qu'à un moment donné, il y avait énormément de climato-sceptiques chez les politiques, en particulier aux États-Unis, etc. Après, on a eu l'impression qu'il y avait un consensus. Et puis là, depuis quelques temps, on revoit qu'il y a un climato-scepticisme qui apparaît avec Trump, Sarkozy, etc. Est-ce que c'est juste une posture en fait qui signifie pas grand-chose ou est-ce que c'est plus grave? Bon, alors pour moi, quand je parle de climato-scepticisme, il y a 3 catégories, mais il y a peut-être plus. Mais la première, c'est le climato-scepticisme scientifique. Il est tout à fait, je dirais qu'il est tout à fait normal, il est tout à fait logique que les gens nous posent des questions. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Donc je crois que la discussion scientifique a toujours sa place. Mais donc il faut après développer les arguments, c'est ce qu'on essaye de faire, de montrer si... Voilà, donc ce climato-scepticisme, à mon avis, il a toujours une certaine place. C'est normal qu'on nous interroge sur la qualité, sur la pertinence de nos travaux, tout ça, je trouve ça normal. Donc ça ne me gêne pas. Alors maintenant, effectivement, alors je vais me tourner, il y a un scepticisme philosophique, je qualifierais, c'est-à-dire il y a des philosophes, c'est pas possible que, voilà, donc de toute façon vous vous moquez de nous, bon, voilà, donc là j'ai beaucoup de mal, il y a certains, quand je suis sur un plateau avec un philosophe, j'ai un peu de mal, quoi. Et puis il y a maintenant quand même, tu as évoqué, c'est le scepticisme politique qui est pas du tout construit autour aussi bien pour Trump que pour Nicolas Sarkozy, il n'est pas construit du tout autour d'arguments scientifiques, il est construit autour de l'idée qui est pour moi très clair, que l'ultralibéralisme, c'est celui de Trump, et puis dans le cas présent peut-être celui de Sarkozy, ne s'accommode pas finalement de l'idée d'un réchauffement climatique qui, si on y croit, amène forcément à prendre des mesures. Disons des mesures qui me semblent très intéressantes et qui me semblent indispensables au développement de nos sociétés. Mais je dirais que dans le cas de Nicolas Sarkozy, il a dit ce que ses électeurs des primaires souhaitent entendre. C'est très clair pour moi, c'est tout. Donc ça s'arrête là, il n'y a pas d'argument scientifique, pas de discussion. Et pour Trump, c'est un peu pareil quand même. Les républicains, c'est avant tout des ultralibéraux. Et ça, même les républicains ne marchent pas tous sur les traces de Trump. On verra. Voilà. Merci.